Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis Sixtine de chez MyFuture et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour la deuxième fois de la journée pour ceux qui nous ont suivis ce matin et pour la première fois de la journée pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce nouveau live métier. Donc comme d'habitude les live métiers, on vous donne la parole via le chat pour discuter avec des professionnels pour qu'ils nous parlent un petit peu de leur parcours mais aussi de tout le chemin qu'ils ont réalisé jusqu'aujourd'hui dans le monde professionnel. Comme ça, on va pouvoir parler aujourd'hui avec un intervenant, vous allez voir, avec un métier passionnant. Mais alors, avant de le présenter, je voulais dire bonjour à tous les établissements qui nous ont rejoints et toutes les autres personnes qui se sont connectées. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Comme je disais, le chat, c'est ultra important. Et aujourd'hui, du coup, nous avons la chance d'avoir le collège Nicolas Tronchon, les Saules Gérard Philippe et le lycée polyvalent Langevin Vallon. Voilà, donc n'hésitez pas à dire de quelle région vous venez, si vous venez d'autres lycées, collèges ou établissements que je n'ai pas pu citer ce matin, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On attend vos commentaires avec impatience. Et pour commencer, déjà, je vais vous présenter le sommaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va voir dans ce live métier? Comme d'habitude, il y en a qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, on va déjà commencer par présenter le professionnel d'aujourd'hui, en lui demandant en quoi consiste son métier. Ensuite, on va aller voir quel est son parcours, ce qu'il aime le plus et ce qu'il aime le moins, ses anecdotes et surtout la carte d'identité pour finir en beauté avec toutes les questions qu'on aurait pu oublier lors du chemin. Bref, j'espère que vous êtes prêts à accueillir le professionnel du jour. Il s'agit de Mathieu. Comment ça va, Mathieu? Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bah moi aussi, en tout cas, je suis très contente de faire ce live à tes côtés. Merci encore d'avoir laissé du temps en fait pour partager avec nous quelques informations sur ton métier, sur ton parcours et tout ça. Donc déjà pour commencer, la première question que j'aimerais te poser, c'est quel est l'intitulé de ton métier et si tu pouvais me laisser essayer de le résumer en 2-3 phrases. Bien sûr, alors l'intitulé exact c'est Head of Sales, donc la traduction française est assez simple, je suis directeur commercial. Je suis directeur commercial d'une structure chez Carrefour qui s'appelle Carrefour Links et qui correspond assez proche de la régie publicitaire du groupe par Carrefour. Et donc, je suis Ouais. en charge de toute la direction commerciale sur la France en particulier. Ok, d'accord. Donc vraiment un poste décisif dans tout ça. Alors effectivement, une régie publicitaire, ça a vocation à générer des revenus, donc Hmm. voilà, avec un objectif de chiffre d'affaires et des ambitions business qui sont importantes, donc un rôle clé évidemment dans l'organisation de cette entreprise et donc dans l'orchestration du bon fonctionnement des revenus pour le groupe Carrefour. Donc c'est un poste aussi où tu vas faire un peu enfin tu vas être assez leader, où il va falloir être organisé, savoir bien gérer et manager un petit peu des équipes. Est-ce que c'est pas stressant? Alors, il y a beaucoup de questions dans les Oui. différents points que tu évoques. Alors, évidemment, alors déjà, le métier du commerce, et on y reviendra un petit peu plus tard, nécessite forcément de l'organisation et de la rigueur dans le quotidien, dans tout ce qu'on fait. Ouais. Et après, il y a une dimension, notamment dans le cadre de mon périmètre, qui est le fait d'être directeur, donc d'être manager d'une équipe de commerciaux, qui nécessite évidemment pas mal de prise en compte et de considération de différents sujets qui sont forcément quelque part, qui peuvent être générateurs de stress. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers où il y a du stress, mais in fine, quand on est plutôt bien organisé, qu'on a une équipe avec une bonne dynamique, qu'on arrive bien à Hmm. orchestrer l'activité, qu'on l'anticipe, qu'on travaille davantage en action qu'en réaction, euh, normalement, dans ce fonctionnement-là, les performances et les résultats sont au rendez-vous. Donc, le stress, normalement, redescend d'un cran. Ok, donc faut quand même avoir un peu les bonnes techniques et puis se familiariser forcément avec les tâches, mais ensuite ça peut se faire. Ok, donc c'est de quoi rassurer les jeunes qui nous regardent et qui pourraient être intéressés par un poste à responsabilité. On peut s'en sortir. Donc, je vois aussi dans le chat que vous nous dites que vous êtes du Nord-Pas-de-Calais, je vois aussi du Limousin. Bienvenue à tout le monde, n'hésitez pas à poser vos questions dès que vous en avez. Et en attendant, bah Mathieu, je te propose qu'on vienne un petit peu sur les images que tu nous as partagées. Donc, on voit plein de choses, est-ce que tu peux un petit peu nous les préciser? Oui, absolument. Peut-être pour expliquer davantage aux personnes qui nous écoutent ce qu'est aujourd'hui la régie Carrefour Links. Donc, la régie Carrefour Links, c'est une régie publicitaire du groupe Carrefour. Donc, c'est du média. Aujourd'hui, on est une Ok. régie média. Donc,
Sur le papier, ça peut peut-être ne pas parler à tout le monde, la réconciliation entre une enseigne de grande distribution Carrefour et le média, comme vous les connaissez, la télé, la radio, le social media. In fine, il y a un lien et un pont qui est très direct entre les deux activités, puisque mon activité et le groupe Carrefour Links existent au cœur d'un marché média qui s'appelle le retail média. Donc, c'est comment, chez les enseignes de grande distribution, donc notamment Carrefour, on arrive à mettre en place des logiques médias avec la capacité, que ce soit dans nos magasins, sur nos sites de e-commerce, sur les différents leviers qu'on va pouvoir activer, mettre à disposition des annonceurs, des marques, des points de contact pour qu'ils soient en mesure de toucher leurs clients au moment de leur parcours d'achat. Donc, pour vous donner un exemple et vous l'illustrer davantage, je vous ai mis quelques exemples de choses qu'on commercialise chez Carrefour Links. Vous avez en premier un ordinateur où vous voyez une bannière qui s'affiche. Ça, je pense que pour le public qui est là, c'est ce que vous vivez au quotidien quand vous vous baladez sur vos smartphones, quand vous allez sur le net de manière générale. Vous avez de la pub. Aujourd'hui, cette pub, on est capable, nous également, de l'adresser sur les sites de e-commerce du groupe Carrefour. Et on a des choses plus traditionnelles, je dirais, comme vous pouvez le voir en bas avec l'habillage Coca-Cola. C'est comment, sur les différents points de vente qu'on peut avoir, Carrefour Hypermarché, Carrefour Market, Carrefour Proximité, on arrive à mettre en avant les marques pour justement qu'elles puissent prendre la parole sur un lancement produit, sur une innovation, sur une promotion, tout un tas de problématiques, tout un tas d'objectifs auxquels Carrefour Links et le retail média est capable de répondre. Donc, on vend ni plus ni moins que de la publicité dans un environnement Carrefour. Ok, donc il a fallu aussi s'adapter, j'imagine, parce que avant tout se faisait vraiment principalement en magasin, mais c'est vrai qu'avec les smartphones, les ordinateurs et tout ça, est-ce qu'au final, vu que la cible reste assez la même, je veux dire, mais vu que le support n'est pas le même, est-ce qu'il y a des choses vraiment qui changent beaucoup? Alors, très bonne question. Évidemment, on va dire que l'activité retail média au sens large du terme existe notamment sur les magasins depuis de très nombreuses années, puisqu'on a toujours travaillé l'affichage en magasin comme relais de la promotion, comme accompagnement pour lancer un produit ou autre. Donc, le magasin fait partie du cœur historique du retail média. Néanmoins, depuis maintenant une dizaine d'années, et ça s'est fortement accéléré ces 4-5 dernières années, on est dans une logique de digitalisation de l'offre et une digitalisation des parcours des consommateurs. Je pense que parmi l'Assemblée, il y a des gens qui sont plutôt habitués à faire leurs courses en magasin, des gens qui sont habitués à faire leurs courses exclusivement sur le web, au travers de différents portails, et des gens qui sont habitués finalement à faire un peu un mix des deux, commencer des courses en magasin, acheter certains types de produits en magasin, et finir leur parcours de course sur le e-commerce. Donc, ces parcours clients qui ont évolué par la digitalisation des modes de consommation a amené justement des acteurs comme nous à adapter notre offre et à réinventer la capacité pour les marques de prendre la parole. Il y a 5 ans, on n'était pas capable d'accorder aux marques de la visibilité sur notre site de e-commerce qui était exclusivement marchand. On ne savait pas technologiquement mettre en place de la publicité comme on le fait aujourd'hui. Bien sûr. Donc oui, évidemment, la digitalisation a accéléré la création du marché du retail média et a permis d'en développer les usages sur le marché. D'accord. Ok, bah oui, forcément, ça a dû bien suivre. Et puis j'imagine aussi que le Covid, ça a dû un petit peu aussi augmenter pas mal de digitalisation. Donc, dans ce que je vois, alors, ok, on comprend maintenant que dans ton travail, tu vas vraiment aider à les marques et aussi via Carrefour, en fait, à pouvoir se mettre en avant. Mais comment ça se passe, en fait? C'est les marques qui viennent tout de suite te démarcher? Enfin, comment ça se met en place? Alors, très bonne transition parce que ça va me permettre de faire le lien avec les visuels qui sont juste à côté. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai une équipe commerciale d'une dizaine de personnes. Okay. J'ai une équipe commerciale qui ont chacun un périmètre de clients. Donc, ce que moi j'appelle un client, c'est pas le client qui franchit les portes du magasin Carrefour chaque jour, c'est vraiment les annonceurs, les marques, les industriels qui ont des produits qui sont référencés chez Carrefour et qui, pour tous les objectifs qu'ils peuvent avoir, ont un enjeu de communication auprès de Carrefour Links. Il y a plusieurs, évidemment, types de clients. Il y a des clients sur lesquels on a des enjeux extrêmement stratégiques et importants, avec lesquels on a des relations très étroites de collaboration, sur lesquels j'ai une équipe dédiée. Et ensuite, il y a tous les clients qui ne sont pas forcément
aujourd'hui très au fait du retail média, de Carrefour Links, des opportunités qu'il peut y avoir de prise de parole au sein de Carrefour et sur lesquelles on va davantage avoir des missions de prospection. Donc, finalement, l'organisation de mon équipe, elle est assez simple. Mes commerciaux doivent faire un nombre de rendez-vous par semaine à titre individuel. Ils doivent couvrir leur portefeuille. Donc, j'ai un commercial qui va typiquement être dédié sur la catégorie de l'épicerie. Donc, lui, il va devoir faire 6 rendez-vous, aller voir les clients qui sont déjà des clients fidèles, aller trouver des prospects, développer la croissance des revenus sur les clients prospects et ainsi de suite, avoir une couverture totale de son portefeuille pour s'assurer que tous les clients de sa catégorie ou de son périmètre ont été vus et sur lesquels on a été en mesure de répondre à leurs objectifs. Et donc, le quotidien qui est valable pour moi, mais qui est aussi valable pour mon équipe, évidemment, c'est la présence terrain et la rencontre de nos clients. La rencontre de nos clients, elle se faisait historiquement beaucoup en physique. On avait, voilà, avant le Covid, beaucoup plus de rendez-vous extérieurs et la semaine était rythmée par ces rendez-vous. Ça peut aller du petit déjeuner au déjeuner ou au workshop et atelier de travail durant toute une après-midi. Et avec évidemment le Covid, on va dire, il y a un rythme et des méthodes de travail qui ont un petit peu évolué, notamment par le biais de la visio, comme on le fait aujourd'hui, et qui du coup font que c'est plutôt aujourd'hui le rythme de visio et déjeuner qui nous permet de rencontrer et d'échanger au quotidien avec nos clients. Et ça, justement, c'est pas un peu difficile parce que j'imagine quand on parle de commerce, il faut être proche, il y a vraiment une relation à mettre en place. Et c'est vrai qu'avec les écrans, c'est un peu plus difficile d'avoir cette proximité. Est-ce que tu l'as vraiment ressenti comme quelque chose à passer ou des techniques à changer, en fait, dans ton métier, dans ton approche? En fait, je dirais que ça a peut-être au début, mais comme parfois tout changement un peu brutal du jour au lendemain, on passe de 100% rendez-vous physique à 100% rendez-vous en visio. Le début, ça a nécessité voilà, une petite période d'adaptation. Mais finalement, de la contrainte est venue en réalité l'opportunité, puisque quand on est en visio, c'est beaucoup plus facile de se joindre. Les clients sont beaucoup plus disponibles. Ça leur prend moins de temps de se retrouver ou chez eux ou chez nous parce qu'il y a moins de transport. Donc, en réalité, il y a une disponibilité qui est beaucoup plus forte, ce qui permet de voir les clients beaucoup plus rapidement quand on les cite pour mettre en place des rendez-vous et d'avoir une fréquence et une récurrence de rencontres avec ces mêmes clients beaucoup plus forte. Donc, ça n'a pas changé en tant que tel. Ça n'a pas eu d'impact, si tu veux, sur le business en tant que tel. Ça a eu un impact effectivement sur nos organisations, sur la gestion de nos agendas, nos organisations de notre temps de travail en interne, plus que, on va dire, des difficultés à créer la relation client. D'accord, ok. Bah, merci pour cette réponse. Je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent sur le chat de Seine-et-Marne, donc bienvenue à vous. Et alors dans les autres images que tu partages, je sais pas laquelle vient en premier, mais je vois des graphiques, je vois aussi des réunions, des brainstorming. Comment ça se passe après? Absolument. Donc le visuel du milieu était pour le métier du commercial, c'est aller voir le client et être à l'écoute de manière très active de ce client. Donc c'est le cœur du métier de commercial. Donc ça, c'est fondamental. On peut aujourd'hui avoir plein de types de produits à vendre et ce que je dis est valable pour mon activité comme probablement beaucoup d'autres secteurs sur lesquels il y a un enjeu business et des équipes commerciales. Aujourd'hui, le meilleur moyen de vendre, c'est d'être à l'écoute et de trouver les bonnes réponses aux enjeux et aux objectifs de nos clients. Donc ça, c'est vraiment le cœur business. Et ensuite, il y a une partie qui est davantage liée à mon statut de manager, entre guillemets, qui est l'animation de l'équipe. L'animation d'une équipe commerciale avec des objectifs, la capacité à les atteindre, parfois des moments plus durs, des moments où tout se passe mieux. Donc ça, c'est plus lié à mon statut et au fait que c'est une part essentielle de mon boulot d'animer cette équipe, de la laisser toujours dans une bonne dynamique, aussi bien quand ça va bien que quand les temps sont un petit peu plus durs, parce que ça arrive. On peut parfois très bien faire son job de commercial, mais pas forcément le ressentir au niveau de son business. Vous voyez, l'année dernière, il y a eu un contexte un peu particulier sur le marché publicitaire dû à la crise en Ukraine. Ça a eu un impact assez direct sur notre activité. L'idée est de rester toujours sensibilisé, impliqué et de continuer justement à impulser cette dynamique auprès de l'équipe. Donc ça, c'est, on va dire, l'enjeu qui est central chez moi. Et ensuite, ce que je vous ai montré, c'est des dashboards. Évidemment, on en parlait un petit peu plus tôt, le business dans une régie publicitaire, il est central. Et donc, c'est un enjeu vraiment très important d'être capable de
regarder ce qui se fait en ce moment en termes d'activité commerciale, mais aussi de le suivre dans le temps et de le construire dans la durée pour être capable de projeter. Qu'est-ce que je vais faire en 2023? On est à la fin du premier trimestre de l'année. Bah, j'ai déjà besoin de savoir un petit peu de quoi va être faite mon activité sur le deuxième trimestre. Et finalement, mon année 2023, elle se construit dès maintenant. On n'attend pas d'être à la fin de l'année pour construire le mois de septembre. Donc, c'est d'être continuellement dans le suivi de l'activité et donc des tableaux, des dashboards, du reporting auprès de la direction générale et tout un tas de sujets qui nous permettent d'appuyer sur les plans d'action commerciaux et mettre en place tout un tas de choses qui nous permettent d'aller atteindre les ambitions commerciales qu'on s'est fixées en début d'année. Bien sûr, forcément, tout est dans l'organisation, comme tu nous disais au début, et dans la stratégie ensuite pour savoir quoi faire. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation globale du métier. Je pense que vous aussi, vous avez compris. N'hésitez pas s'il y a des choses qui vous ont échappé à les poster dans le chat. J'ai vu quelqu'un qui posait des questions sur la digitalisation. Donc forcément, c'est ce fait de passer de plus en plus sur du digital dans le travail, dans toutes ces tâches au quotidien qui avant pouvaient se faire pas forcément sur un ordinateur. Donc ça, c'est vrai qu'on arrive de plus en plus dans cette ère, surtout depuis la crise du Covid. Ah là, tiens, il y a Léna qui nous pose la question, c'est quoi un dashboard? Un dashboard, c'est ni plus ni moins qu'un tableau de suivi. Voilà. Donc, c'est ce que vous voyez là, c'est des graphiques, c'est des histogrammes. Voilà, ça peut être dans des outils, ça peut être fait sur des fichiers Excel. Un dashboard, c'est un outil qui nous permet de suivre différents chiffres clés de l'activité. Exactement. Je vois que aussi Céline, la modératrice du chat, y a répondu. Donc n'hésitez pas aussi, il y a pas mal de questions qui pourront être répondues par Céline. Ensuite, donc je te propose, Mathieu, qu'on passe, on remonte le temps un petit peu et qu'on arrive sur ton parcours, comprendre un peu mieux comment tu es arrivé là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, et qu'est-ce que tu voulais faire avant, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, comment t'en es arrivé à là, parce que tu as commencé avec un bac SES, je crois que c'était ES, pardon, en économie et sociale. C'est les bacs d'un ancien temps avec d'autres appellations. Oh, je suis passée par là aussi. Ouais, effectivement. Donc, j'ai obtenu un bac économique et social il y a maintenant un certain nombre d'années. Je fais partie, effectivement, on va dire, probablement, on était nombreux dans ce cas à l'époque et probablement encore aujourd'hui, à pas forcément avoir de vocation ou de velléité de travailler dans un domaine spécifique. Donc, d'où le fait de prendre, après la troisième, une orientation plutôt générale et non pas forcément scientifique ou littéraire, mais reste dans quelque chose d'assez général. Après le bac, s'est posé pas mal de questions. J'ai intégré une fac d'économie et de gestion qui m'a absolument pas plu. Voilà, j'étais pas tout à fait fait pour ça, je pense, ou en tout cas dans la notion peut-être un peu trop scolaire de tous ces domaines d'activité-là. J'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir faire un bilan de compétences pour justement essayer un petit peu de mieux identifier ce pourquoi j'étais, on va dire, naturellement fait ou les domaines vers lesquels j'avais peut-être plus de disposition pour trouver ma voie, entre guillemets. Et donc, je me suis davantage tourné vers les domaines de la communication, publicité. J'ai eu l'occasion de faire un BTS en alternance en communication des entreprises. Donc, ce qui a été extrêmement intéressant dans ce BTS, c'est que j'étais en alternance tout au long de l'année. Ce n'était pas une alternance séquencée à intervalles éloignés. J'étais soit en entreprise le matin, soit en entreprise l'après-midi. Et ça, tout au long des 2 années. Donc, j'ai pu très rapidement, finalement, faire beaucoup de stages et travailler dans beaucoup de domaines différents de la communication et de la publicité. J'ai obtenu mon BTS dans la foulée de ces 2 ans et j'ai intégré une école de communication qui s'appelle l'ISCOM, où je me suis spécialisé dans la stratégie de communication des marques. Donc, c'était quelque chose d'assez généraliste, parce qu'on est dans ces formations-là, c'est très orienté sur les métiers de la communication, mais au sens publicitaire, donc les concepts créatifs, la capacité de travailler une image de marque, et toutes les réflexions qu'on peut avoir sur de la publicité plus traditionnelle. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage de fin d'études chez RTL, donc le groupe RTL au sein de la régie publicitaire dans les services marketing. Et dès ma sortie de l'école, et donc ça m'a plu, et c'est la direction que j'ai commencé à prendre en 2007. J'ai pu commencer
à travailler chez Lagardère Publicité, donc qui est une grosse régie avec beaucoup de stations de radio comme Europe 2, voilà, ex-Virgin Radio qui vient de changer, RFM, voilà, quelques stations de radio, beaucoup de types de presse, le Paris Match, le L, le Journal du Dimanche, donc un gros groupe média dans lequel j'ai pu apprendre, on va dire, les basiques du métier. Dans les équipes marketing, hein, j'ai une expertise avant d'être sur des fonctions commerciales essentiellement marketing. Donc, ça a duré 2 ans, ça a été très riche, on va dire, d'enseignement et d'apprentissage. Et puis ensuite, je suis retourné finalement là où j'avais fait mon stage de fin d'études chez RTL, où je suis resté beaucoup plus longtemps, toujours dans les équipes marketing. Donc, le groupe RTL, pour vous illustrer un petit peu plus, c'est la station RTL, RTL2, Fun Radio, donc un groupe dédié à l'audio. Dans lequel je suis resté 7 ans et dans lesquels j'ai eu l'occasion, dans une équipe marketing, de commencer par une mission, ensuite récupérer une équipe, etc. etc. Donc, j'ai pu avoir des expériences et commencer à acquérir des expériences de management chez RTL. Et j'ai fait le choix, il y a maintenant presque 7 ans, de changer un petit peu de domaine, de quitter les médias traditionnels, radio, presse, pour finalement intégrer le groupe Carrefour, la régie qui n'était pas encore Carrefour Links à l'époque, mais comme on avait déjà une longueur d'avance sur le retail média, je suis arrivé pour un beau projet de développement justement de tout ce qui était la publicité chez Carrefour. Je suis arrivé toujours dans des fonctions marketing, hein, je suis arrivé pour prendre la direction marketing de la structure il y a 7 ans. Et c'est vrai qu'après quand même un paquet d'années à faire du marketing, avec un marketing très orienté business, puisque le marketing en régie, c'est comment on aide les équipes commerciales à soutenir le business et à réaliser la performance commerciale par la réalisation d'argumentaires, par la mise à disposition de tout un tas d'outils qui va aider les commerciaux à vendre. J'ai eu l'opportunité de switcher de fonction et de passer sur des fonctions commerciales. Donc ça, c'était il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Et j'ai commencé, on va dire, en étant un commercial qui s'occupait d'un périmètre de clients défini pour un petit peu apprendre les basiques, comprendre comment fonctionnait la relation client, voilà, appréhender tout un tas de sujets qui étaient encore un petit peu nouveaux pour moi. Et puis, de fil en aiguille, des évolutions d'organisation au fur et à mesure du temps. J'ai eu l'occasion de prendre un périmètre un petit peu plus large et puis de récupérer l'intégralité de l'équipe commerciale il y a maintenant un peu plus d'1 an. Donc, une expérience marketing qui m'a probablement beaucoup servi pour avoir la capacité, l'opportunité d'avancer aussi rapidement aussi sur des fonctions commerciales. Ah bah bien sûr, tu as gravi un peu les échelons petit à petit. Mais alors, moi, ma question, ça va être plus vis-à-vis de la publicité. Est-ce que tu as senti vraiment une différence? Parce que j'imagine que ça se gère pas de la même manière que travailler chez Carrefour et travailler, par exemple, chez RTL. Alors, la différence principale, c'est qu'on ne vend pas la même chose. Donc, on ne propose pas à nos clients tout à fait les mêmes produits ou la même offre. La réalité, c'est que c'est à très, très peu de choses près exactement le même métier, puisque on est, quoi qu'il en soit, dans la relation client, on est dans la capacité à devoir atteindre des ambitions commerciales, donc à trouver des clients, développer les ventes, trouver des nouveaux clients avec de la prospection. Le métier est le même. Les codes et on va dire l'environnement direct de nos clients et du marché n'est pas tout à fait le même, mais néanmoins, dans l'approche conseil, accompagnement, écoute de nos clients, elle est la même. C'est-à-dire que le socle du métier est rigoureusement le même, le décor est un petit peu différent, on va dire. Ok, d'accord, il y a quand même quelques petites différences, mais pas tant que ça, ok, c'est assez surprenant, parce que c'est vrai quand on voit le virage que ça a dû être, enfin, d'un point de vue extérieur, quand on connaît pas vraiment le milieu, on se dit, ah tiens, ça a dû être vraiment différent, alors que pas tant que ça, ok, très bien. Donc ce que je te propose, c'est venir voir aussi les choses que tu préfères et les choses que tu aimes un peu moins. Donc dans les choses que tu aimes un peu moins, tu as mis qu'une chose, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tu aimes beaucoup ton métier, c'est bien. Et dans les choses que tu préfères, tu m'as dit manager les équipes. Alors ça, effectivement, hein, ça c'est déjà dans mes expériences précédentes les choses que je trouve pour ma part extrêmement intéressantes. Donc ça, c'est les choses aujourd'hui, j'ai la chance de le faire dans une équipe commerciale. C'est encore différent que de le faire dans une équipe marketing puisque les enjeux, les objectifs sont pas tout à fait les mêmes. Mais effectivement, ça fait partie de la part du job qui est la plus intéressante, qui est la plus stimulante, de faire monter en compétence ces équipes, les faire grandir, interagir, construire des projets ensemble, etc.
Ça, pour moi, c'est une part qui est essentielle et qui est essentielle surtout dans la réussite et de l'atteinte des objectifs. Quand on est une équipe, aujourd'hui, nous, on est une petite quarantaine de personnes. C'est extrêmement important d'être tous dans la même dynamique, de tous tirer dans la même direction. Et c'est ça qui va faire que la réussite, elle ne sera pas individuelle. C'est pas Mathieu, c'est pas un tel. C'est une réussite collective. Et donc, je trouve que le challenge, évidemment qu'on a un challenge sur le business et sur les clients, sur voilà, tout un tas de sujets qui sont le cœur de notre métier. Mais en réalité, il y a un vrai challenge aussi d'un point de vue managérial qui est dans les moments où ça va, dans les moments où ça va pas, aider les équipes, les accompagner pour qu'elles montent en compétences, qu'elles grandissent et qu'elles soient capables après de voler de leurs propres ailes et justement, finalement, se sentir extrêmement à l'aise dans leur job. Et ça, c'est vrai que ça doit être super stimulant d'avoir vraiment le résultat sous les yeux, en fait, de toute cette stratégie qui a été mise en place et de voir que ça porte ses fruits et de voir les gens, comme tu disais, prendre leur envol. Ça, je veux bien l'imaginer. Et ensuite, tu dis travailler sur les sujets d'innovation. Donc ça, c'est plus une partie créative. Alors, effectivement, ça, c'est plus… on a quand même, on va dire… un rythme et un job quotidien qui est assez semblable. L'offre qu'on commercialise auprès de nos clients, elle n'est pas en constante évolution. Donc, on est souvent dans les mêmes discussions sur les mêmes sujets parce qu'on vend les mêmes choses. Alors, il y a des évolutions évidemment, mais ce n'est pas tous les jours. Donc, ce qui est hyper important, et ça aussi, c'est quelque part un enjeu central, c'est comment cette offre, elle évolue, comment on travaille des nouveaux sujets. Donc, c'est des sujets d'innovation. Finalement, c'est par exemple, après, on lit la presse, on tombe sur des choses, on se dit, tiens, ça c'est intéressant, pourquoi moi je ne le fais pas? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Comment je peux calquer ce modèle-là sur ma propre activité? Je discute avec un client qui a des idées, mais ça n'existe pas chez nous. Comment on fait en sorte de le mettre en place? Donc ça, c'est tout ce qui sort du quotidien, qui permet d'aller évidemment souvent capter de la valeur, capter des revenus, mais qui permet surtout d'amener les équipes, d'amener nos clients sur des terrains de jeu qui étaient des terrains de jeu inexistants et qui permettent de stimuler de part et d'autre la collaboration pour justement que Carrefour Links soit aussi toujours vu comme finalement un partenaire de choix qui va les accompagner même quand le sujet n'existe pas, l'opportunité n'est pas disponible. Et donc ça fait partie des choses qui finalement cassent un peu ce rythme-là, qui permettent un peu d'oxygène en réfléchissant à d'autres sujets, qui sont en plus des sujets plus ou moins souvent moyen-long terme. Donc, on a le temps de réfléchir, de se poser, de construire quelque chose dans le temps. Donc, je trouve que c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants et indispensables à imbriquer dans notre quotidien aussi. Ouais, bien sûr, et puis ça stimule un petit peu, ça change pour le coup, c'est un peu plus, enfin encore plus challengeant en fait que les tâches que tu as au quotidien. Et dans les choses que tu aimes moins, ça j'imagine, quelque chose qui est moins challengeant par exemple, c'est le côté administratif. Ça, oui, un peu lourd, ça après c'est un grand classique, je pense que certains sont probablement passionnés des tâches administratives et pourquoi pas, c'est pas tout à fait mon cas, mais… voilà, quand on est manager au niveau des outils qu'on doit utiliser, de tout un tas de choses qu'on doit faire, des choses à valider dans tout un tas d'outils. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante du job, mais qui est quand même évidemment bien présente parce qu'indispensable quoi qu'on en dise. Totalement. Ok, très bien. Je te propose qu'on vienne aussi parler des clichés, des anecdotes. Tu m'as dit, en anecdote, je suis devenue un expert d'une matière que je n'appréciais pas forcément pendant mes études. Quelle est donc cette matière? Alors effectivement, pendant mon BTS, donc le BTS de communication des entreprises dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait une matière qui s'appelait l'ERAC, qui était l'étude et la recherche appliquée à la communication. Donc en fait, c'était vraiment toute la partie étude appliquée au métier des médias et de la communication. Et donc, c'était… comment on maîtrise ce qu'on appelle les principaux indicateurs des médias qui permettent de mesurer la pression publicitaire, la répétition, voilà, tout un tas de critères qui étaient très quantitatifs, là où j'étais plutôt, moi, sur la stratégie et la publicité côté créatif, en fait, en réalité, à l'époque. Donc, cette matière ne me plaisait pas des masses. Et in fine, comme finalement, je suis arrivé aujourd'hui, j'ai bossé dans des régies médias, que je suis arrivé sur des fonctions commerciales, et en fait, mon quotidien, c'est justement de travailler sur tous ces sujets-là et de les mettre en avant, de les suivre dans le quotidien de mes clients et donc de les connaître, de les maîtriser sur le bout des doigts. Bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose d'assez atypique, mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là parce que
Voilà, je pense que quand on a entre 18, 21, 22 ans, je pense qu'on n'a pas toujours la vision de ce qu'on a envie de faire non plus toujours et on ne comprend pas toujours l'interaction d'une matière avec on va dire, le domaine un peu global dans lequel on a envie de bosser. Donc ça, c'était voilà, plutôt une anecdote, j'ai envie de dire. Non, ça, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où, parfois, même encore maintenant, par exemple, quand j'étais en terminale, la philosophie, ça m'intéressait pas du tout. Mais je comprenais pas du tout, je comprenais rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, j'y reviens et je me dis, ah, mais en fait, c'était cool, je faisais ça en cours. Alors qu'en fait, au final, quand j'étais en cours, j'aimais pas forcément parce que j'avais pas encore la maturité, ou puis c'était peut-être pas le moment pour moi de comprendre cette matière. Et donc, ça arrive dans plein d'autres matières. Donc, comme quoi, ne désespérez pas. Si par exemple, vous aimez pas l'anglais, peut-être qu'un jour, vous allez avoir un déclic. Vous allez adorer ça, sait-on jamais. Et en parlant d'anglais, d'ailleurs, est-ce que dans ton métier, c'est vraiment hyper important? Parce que bon, je le rappelle, l'intitulé de ton métier est quand même en anglais. Donc, j'imagine que ça donne un peu une idée de la réponse, mais je te laisse me répondre. Oui, absolument. Il faut savoir parler anglais parce que beaucoup de nos clients sont, eux, dans des grands groupes industriels, voilà, soit français ou pas, mais en tout cas dans lesquels ils ont des équipes à un niveau international et sur lesquels on a beaucoup de sollicitations, beaucoup de discussions. Donc oui, la pratique de l'anglais est un vrai plus. Et pour certains, alors, c'est pas forcément indispensable pour tous mes commerciaux, chez tous mes commerciaux, même si c'est quand même important de le maîtriser. Mais voilà, quand on discute avec nos top clients, l'anglais est indispensable, clairement. Ok. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Travailler l'anglais, même si vous aimez pas ça, c'est important. Ensuite, en cliché, tu m'as dit, donc j'ai fait une petite faute de frappe, donc c'est pour ça que je vais pas l'afficher, mais c'est pas grave. Les commerciaux ne pensent qu'à l'argent et sont toujours à l'extérieur. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors alors non, je pense que sur le papier c'est faux quand même de manière générale puisque Ouais. les commerciaux sont pas toujours à l'extérieur parce que quand on fait un rendez-vous, typiquement, évidemment, on peut être à l'extérieur ou en visio, mais quand on fait un déjeuner, derrière, on doit revenir au bureau et on doit faire des comptes rendus de son activité, de son rendez-vous. Donc, en fait, la présence extérieure ne s'autosuffit pas. Derrière, il y a tout un tas de tâches à réaliser qui nécessitent d'être au bureau ou autre. Donc, ça, je pense que ce cliché était aussi peut-être beaucoup plus d'actualité avant Covid. Aujourd'hui, in fine, on est voilà, dans un mix de un peu à l'extérieur, un peu au bureau et puis un peu en télétravail, parce que le télétravail, c'est aussi progressivement démocratisé en tout cas chez nous. Ouais. Et les commerciaux ne pensent qu'à l'argent. Alors, j'ai envie de dire, je pense que on est tous heureux de voir notre salaire arriver à la fin du mois et je pense qu'on est tous à en attendre un peu plus. Hein. Je pense que ça reste humain. Néanmoins, évidemment, un commercial qui aujourd'hui ne pense pas à atteindre ses objectifs pour toucher ses primes, je pense que dans sa dimension commerciale, il y a une petite faille quelque part. Je pense qu'il a besoin d'être, on va dire, sensible sur ce sujet, peut-être un peu plus sensible qu'un autre public, parce que justement, lui, son raisonnement, c'est justement d'aller capter le business. Et quand il capte le business, qu'il atteint ses objectifs, qu'il dépasse ses objectifs, bon, après, on a voilà, dans différentes industries tout un tas de notions de primes qui fonctionnent très différemment, mais il y a quand même, on va dire, cet enjeu à la fin. Et donc, oui, il y a un intérêt certain. Mais il n'y a pas que ça, parce que c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt. Et c'est ce qui est fondamental dans le métier de commercial, je pense, c'est d'écouter ses clients. Si on va voir ses clients en disant « faut que tu m'achètes ça, faut que tu m'achètes ça, faut que tu m'achètes ça », c'est pas comme ça qu'on va générer des revenus. Par contre, si on va voir ses clients en disant « de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider, vers où tu veux aller, on a des trucs super intéressants à faire avec toi », la démarche n'est pas du tout la même. La finalité est probablement pas très éloignée, mais la démarche n'est pas la même. Et donc, dans la posture, un commercial qui ne serait intéressé par ça et qui ne construirait son fonctionnement qu'au travers de ça, je pense aujourd'hui n'y arriverait pas forcément. Bien sûr, ouais, c'est un petit peu, faut avoir un mélange de tout. Il y a Léna dans le chat qui nous dit, j'avoue, c'est quoi les matières pour faire ce métier? Parce que moi, j'aime pas l'anglais du tout. Donc, outre l'anglais où là, Léna, tu vas pas avoir le choix, tu seras obligé d'y passer. Quelles sont les matières, selon toi, qui sont vraiment, plus à travailler, on va dire, pour pouvoir tâter le terrain de ton métier? Bon, il y a quelque chose d'assez simple. Hein. In fine, c'est bon, on jongle avec des chiffres, on pilote notre activité. Donc, je pense que être assez à l'aise avec les chiffres et donc un peu plus en maths, je pense que c'est utile. Hein. Après, je suis pas sûr que des mathématiques d'un niveau bac S ou des sciences très développées soient indispensables.
Mais voilà, il faut en fait une certaine aisance avec les chiffres. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez normal. Après, et c'est ça qui est assez incroyable avec le métier de commercial, c'est que ce qui fait la force d'un bon commercial, et je leur dis, c'est l'écoute de ses clients, c'est de l'implication, c'est de la détermination, de la rigueur et l'envie d'y arriver. Parce que quel que soit le produit que vous vendiez, que ce soit de la publicité comme on le fait, que ce soit tout autre secteur, en réalité, il faut cet ADN d'avoir envie d'aller chercher quelque chose et de trouver les bons moyens pour y arriver. Donc, j'aurais pas tendance à répondre faut absolument être un cadre en mathématiques, faut absolument savoir si ça. Déjà, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que être commercial, on l'a déjà un petit peu au fond de nous, dans la manière dont on est capable de se sociabiliser, de rencontrer des nouvelles personnes très facilement. J'en sais rien. Quand vous prenez le train tous les matins, assez bizarrement, vous êtes capable de parler à des inconnus, rencontrer des nouvelles personnes, très facilement nouer le contact. Là, il y a déjà un petit quelque chose en fait qui fait que demain, c'est la même chose avec un client. Vous allez créer du lien, créer de la relation et c'est ce qui va vous amener justement de la collaboration et des revenus. Donc, je suis plutôt dans cette logique-là. Je pense qu'on apprend sur le tas aussi parce qu'on a besoin. On n'apprend pas la négociation, des techniques de commercialisation. On n'apprend pas trop ça à l'école, j'ai l'impression, ou peut-être sous des angles qui sont peut-être pas la traduction exacte de notre réalité. Donc, il y a un apprentissage qui se fait, mais il faut, je dirais, voilà, quelque chose, un ADN qui soit déjà assez familier avec être à l'aise avec les gens, être à l'aise à l'oral, être capable de présenter des choses. Et puis voilà, l'implication, la rigueur et le travail. C'est aussi simple que ça. Après, ça sera tout seul. Puis comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que là, ça vous paraît insurmontable à l'instant T, ça veut pas dire qu'après vos études, vous allez pas vous familiariser ou grâce à vos stages, grâce à vos expériences personnelles, vos voyages ou que sais-je. Petit à petit, en fait, on se forme et c'est là où on arrive à se découvrir aussi. C'est vraiment, des fois, on se pensait pas capable de certaines choses ou certaines tâches et on peut l'être par la suite. Donc ensuite, on va venir sur la carte d'identité en 2 minutes, des questions qu'on aurait pu oublier de poser durant tout ce live. Il y a quand même pas mal de choses auxquelles on a déjà répondu. Les déplacements professionnels, par exemple, comme tu nous disais, maintenant ça a lieu beaucoup plus grâce à la visio depuis le Covid. Donc c'est vrai que tu es moins amené à en faire. Par contre, au niveau des horaires, des week-ends, jours fériés, des vacances, on n'en a pas vraiment parlé. Est-ce que tu es sur une forme assez classique ou pas tant que ça ? Alors oui, je vous rassure, j'ai des vacances et les jours fériés comme tout le monde. Ça, la question ne se pose pas tellement. Et j'ai les mêmes week-ends que tout le monde. Après, effectivement, en fonction des périodes, en fonction des ressources à un instant T, on peut avoir tendance à mettre un petit coup de plus le soir, un petit coup de plus le week-end. C'est plus pour s'assurer de la bonne organisation et de la semaine qui vient. Donc oui, il y a quand même une charge de travail qui est importante. Qui est, je pense, lié à mon statut, mais qui me paraît tout à fait normal aussi quand on commence à monter dans des postes à responsabilité, d'assurer assurer la qualité et l'exécution du travail, quitte parfois à travailler un peu tard le soir ou rogner parfois un week-end ou deux. Voilà, ça peut arriver, mais bon, on peut s'en passer aussi de temps en temps. Voilà, mon métier ne me fait pas travailler jour et nuit 365 jours par an non plus. Ok, tu me rassures, c'est bien. Au niveau du relationnel, donc j'imagine que dans tout métier de type commercial, il faut quand même avoir un assez bon sens de la relation. Il y a Léna notamment qui dit « je parle pas, je suis timide », mais comme on disait juste avant, t'inquiète pas, ça peut arriver plus tard, hein, des fois on se révèle beaucoup plus tard. Mais au niveau du relationnel, est-ce que ça va être primordial, parce que je relis ça à la question juste après, tu me parlais de beaucoup de personnes, du management d'équipe. Quelle est la place du relationnel dans tout ça ? Elle est centrale. Hein. Elle est centrale à différents niveaux. Elle est centrale déjà, vis-à-vis des équipes, donc des équipes qu'on manage. Elle est centrale vis-à-vis de notre direction aussi. Aujourd'hui, je pense que pour avancer dans une direction qui est commune, il faut des bonnes relations aussi bien avec nos équipes qu'avec nos N+1 ou nos N+2. Je pense que c'est un sujet qui est aussi important. Elle est évidemment transversale. Aujourd'hui, je suis membre d'un comité de direction. J'ai des pairs à côté de moi qui ont
les mêmes niveaux, on va dire le même grade que moi, mais avec des responsabilités et des périmètres d'action différents. Donc, on est un tout qui travaillons ensemble avec une orchestration faite par la direction. Donc, ça, c'est important. L'interne aussi, puisqu'on est dans un grand groupe international, groupe Carrefour, dans lequel on travaille avec d'autres secteurs, d'autres business units. Voilà, donc, c'est important d'entretenir cette relation. Et évidemment, avec l'externe, donc nos clients, le marché, sur lequel on doit entretenir ce lien. Parfois, le business peut être un peu compliqué, mais il faut quand même continuer à voir nos clients, il faut quand même continuer à aller les voir parce qu'à un moment, des situations se débloquent. Et si sur les 6 mois d'avant, je n'ai pas nourri et entretenu cette relation, je perds le fil de ma relation et ça va me jouer des mauvais tours. Donc, le relationnel est quand même probablement l'enjeu central. Ouais, c'est ça. En plus, comme tu l'expliques, c'est que ça va être, c'est pas juste un client comme ça à qui vous allez vendre un marché quelque part et puis vous vous reverrez plus jamais. C'est vraiment quelque chose sur la longueur et le but aussi, c'est de garder cette relation dans le temps pour pouvoir être sûr d'être bien avec la personne et puis surtout de pouvoir continuer le marché. Donc, pour cette question sur les langues étrangères, on y a déjà répondu. Maintenant, au niveau de l'environnement de travail, est-ce que tu es très, très souvent au bureau? Est-ce que tu as du télétravail? Est-ce que, au contraire, tu es plutôt en déplacement? Enfin, bon, les déplacements, on y a déjà répondu, donc j'ai déjà un peu mon idée sur la question, mais je veux bien avoir ton point de vue. Alors, c'est un mix de présence au bureau, de présence sur le terrain à l'extérieur, notamment avec des déjeuners avec les clients et de télétravail. Voilà, c'est un rythme qui est aujourd'hui plutôt on va dire 3 jours au bureau, 2 jours en télétravail, qui peut être rythmé ou un peu organisé différemment en fonction des rendez-vous extérieurs et des déjeuners clients notamment. Mais je privilégie quand même le maximum le travail au bureau. Ok. Ok, très bien. Merci en tout cas pour toutes ces réponses, de nous avoir accordé du temps lors de cette interview. Mais alors, avant de la terminer, je voudrais savoir si tu avais un dernier message à faire passer aux élèves qui nous regardent, qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Je ne sais pas si je suis de bons conseils ou pas. Ce qui est important, je ne sais pas si c'est ce qui a transpiré de nos échanges aujourd'hui. Voilà, j'étais un élève qui a eu son bac, etc., qui n'a jamais été particulièrement passionné par une manière ou une matière ou une autre, mais qui est quand même allé au bout d'une démarche d'études supérieures, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas capable de faire des choses auxquelles on n'avait pas pensé quand on avait 15 ans, quand on avait 18 ans, quand on avait 20 ans. Vous me remettez 20 ans en arrière, jamais je me serais dit demain, je serai directeur commercial, je travaillerai dans les médias, je maîtriserai le marketing, etc., etc. Ce qui veut dire que, moi, j'ai toujours concentré mon intérêt et mes efforts sur le travail. J'ai travaillé étudiant, j'ai travaillé l'été. Dès que j'ai pu, j'ai fait des stages. J'en ai probablement à un instant T fait plus que d'autres pour, en fait, me découvrir moi-même. Et après, c'est les rencontres, les bonnes rencontres, et avec surtout la bonne implication, la bonne rigueur et le bon sens qu'on met au quotidien dans son travail, qui à un moment fait un mélange qui fait qu'on arrive sur des fonctions, sur des métiers, à des niveaux de responsabilité qui peuvent devenir extrêmement intéressants, extrêmement stimulants. Donc, il ne faut pas forcément, j'ai lu ton chat, la personne qui était timide, ça sera peut-être moins le cas dans 4-5 ans quand tu auras découvert tout un tas de choses, tu seras beaucoup plus à l'aise sur tout un tas de sujets et ça t'amènera et ça t'ouvrira peut-être des portes que aujourd'hui tu n'imagines pas, par exemple. Donc, pas d'avis préconçus. Soyez très ouverts d'esprit, prenez toutes les expériences comme des expériences positives et puis après, advienne que pourra, mais pas forcément de conseils supplémentaires de ma part. C'est déjà un beau conseil, en tout cas, justement, de laisser un petit peu la vie faire et puis qu'après, ça va s'enclencher tout seul. En tout cas, merci beaucoup. Il y a Léna aussi qui te remercie sur le chat, qui dit merci beaucoup. En tout cas, encore, à nouveau, des remerciements d'avoir accepté de passer un peu de temps avec nous pour nous parler un peu de ton parcours et de la réalité du terrain. Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui, donc je suis très contente d'avoir réalisé ce live métier. J'espère aussi que chez vous, vous avez apprécié ce live métier. N'hésitez pas encore, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à les poser. Les modérateurs sont là pour y répondre. Et puis, on se dit à très vite pour un prochain live métier. Merci encore, et puis je crois que le prochain est dès demain, donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site pour plus d'informations.
Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et au revoir et à demain. Merci beaucoup. Au revoir.